شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. Voilà, jeudi dernier, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, s'est rendu à Djibouti. Il a eu des entretiens avec justement son homologue djiboutien, Ismaïla Omar Guelleh. Ils ont surtout parlé de questions d'intérêt commun, des relations bilatérales, les questions régionales. Mais là, il faut justement rappeler qu'il s'agit de la première visite d'un président égyptien dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Pour parler de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Jonas Nazareth. Bonsoir, M. Jonas Nazareth. Vous êtes journaliste spécialisé des affaires africaines. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Voilà, justement, pour commencer, voilà, c'est une visite très particulière. Non seulement il s'agit de la première visite d'un président égyptien à Djibouti, mais aussi ça reflète peut-être un rapprochement très clair et très intense entre l'Égypte et ses voisins justement africains. Djibouti en particulier, certainement. Voilà. Parce que le Djibouti, c'est un tout petit pays et aussi très discret. On n'entend pas beaucoup de parler de ce pays-là, mais pourtant, on devons dire que c'était une colonie française qui a eu son indépendance. Il y en a. C'est le président qui vient être réélu, Ismaïla Omar Guelleh, avec plus de 90% des voix. Donc, les Djiboutiens, on donne encore une possibilité de président faire un peu beaucoup plus qu'ils viennent de faire jusqu'au présent. C'est tout à fait un petit pays et il a besoin d'être supporté par les économies les plus valables. Donc l'Égypte est dans cette voie. Ils peuvent bien aider les pays voisins tels comme le Djibouti, comme la pièce vient de faire référence que c'était une visite de travail. La toute première, quand le président égyptien se déplace à Djibouti pour renforcer les accords bilatéraux parmi les deux pays, qui étaient un peu endormis parce qu'il y avait d'autres priorités. Comme vous savez que l'Égypte était tellement concentrée dans l'intérieur de son pays. On voit maintenant un tel progrès au niveau des routières qui ça va permettre à l'Égypte de montrer une nouvelle carte, une nouvelle vue pour ses visiteurs. Donc, comme je viens de dire, ça va être très important pour le Djibouti, c'est qu'un petit pays bénéficier de cette expérience égyptienne, vu qu'il a invité le président Abdel Fattah el-Sisi à agencer une visite dans ce pays pour relancer l'économie. Il y a une particularité que j'aime dire qui est souvent oubliée. Je vois que l'Afrique en général, les pays, vu qu'avant, quand la plupart des pays ils ont eu son indépendance, ils étaient obligés de chercher l'appui des pays socialistes et communistes. Donc, ils sont toujours en difficulté de se débrancher du communisme parce que c'était ces pays-là qu'ils ont aidé à gagner leur indépendance. Mais nous devons se souvenir que le communisme a échoué. C'est tout à fait normal. Dans la vie est tellement dynamique. En pratique, on n'a pas réussi
aussi avoir les résultats que les socialistes ou le communisme a bien proposé. Donc, on est en train de changer la page vers la démocratie, avoir des échanges et, de façon à permettre d'autres cadres avancés. Et c'est par là où l'Afrique continue à trembler et a trop de difficultés d'y faire évoluer leur démocratie. Donc, je vais finir à dire que c'est par cela, la plupart des pays, les économies sont encore nationalisées. Donc, comme vous savez, l'État, c'est un mauvais gesteur. Quand on nationalise, il y a toujours des pertes. Il faut toujours donner l'opportunité au secteur privé de démarrer parce qu'ils sont beaucoup très attentifs aux détails de façon à permettre une rentabilité de certaines industries qui sont toujours à la main de la plupart des États africains. Donc je vois c'est un peu par là que l'Afrique ralentit son économie parce que la stratégie est toujours encore l'ancienne, nationaliser les industries de façon à permettre que c'est l'État qui travaille sur ces dossiers et ça retarde trop le développement africain. Voilà. Vous avez justement, vous l'avez mentionné, il s'agit d'anciennes colonies. Voilà, ça c'est l'expérience que les pays, voilà, qui ont abouti à leur indépendance, qui ont justement pu acquérir leur indépendance tardivement. Et justement, c'est toute une expérience par laquelle ces pays devraient apparemment passer. Justement, il s'agit, comme on le dit, de nouvelles démocraties et ce sont des périodes. On aimerait bien voilà, voir l'Afrique sous un nouveau jour, comme on le dit. Voilà, il y a la volonté politique aujourd'hui chez les dirigeants africains pour faire relancer l'économie, pour faire avancer justement tout ce qui a rapport avec la formation de la jeunesse, le développement économique, c'est-à-dire que voilà, il y a le plan pour un développement durable de l'Afrique. Et ce plan justement de 2063. Retour aux relations bilatérales, le côté, certainement, il y a le côté économie, et vous avez justement parlé de ce côté, le dossier économie et les relations économiques entre l'Égypte et le Djibouti. Et je vais revenir justement à ce côté, mais j'aimerais aussi parler d'un point très important. Il s'agit de la question du barrage de la Renaissance. En fait, le président ici, M. Omar Guelleh, on parlait justement de cette question. En fait, M. Guelleh a partagé, ou a déclaré, a insisté sur le fait qu'il partage le point de vue de l'Égypte, du président Sisi. Ils sont convenus de l'importance de parvenir à un accord juridique juste et équilibré sur le remplissage et le fonctionnement du barrage de la Renaissance de manière à respecter les droits des trois pays, à savoir le Soudan, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Et Djibouti, c'est un petit pays, vous l'avez justement précisé. Voilà, quel rôle le Djibouti pourrait justement jouer dans cette question? Bien, le Djibouti, c'est un petit pays à l'ensemble de la Somalie aussi, c'est un petit, mais la Somalie est un peu écartée à cause de son passé, toujours avec les malentendus parmi soit la guerre civile qui a duré longtemps, mais c'est que les derniers temps, il y a la volonté des politiciens de démocratiser le pays. Donc d'ici à 2 mois, il aura les élections présidentielles de façon à changer la tête pour un nouveau président. La stabilité de plus en plus, ça commence à sortir renforcée. Nous nous souvenons qu'auparavant, la Somalie était tellement dans une situation difficile. Il y a eu même les pirateries de siècle 20 qui empêchaient les bateaux qui passent par cette zone-là. Mais tout ça fait partie du passé, comme on dit. La volonté, les conversations périodiques qui permettent l'évolution
par une meilleure situation. De même, comme vous avez dit, la question de barrage, il faut toujours chercher la conversation. On sait qu'on entend toujours la version égyptienne avec le Soudan, mais on entend très peu la version de l'Éthiopie. L'Éthiopie, je crois qu'il y a aussi très envie de ne pas créer des malentendus parmi le voisinage. Ça, ce n'est pas. Mais la position de l'Éthiopie est très chose. claire, c'est-à-dire on a entendu parler voilà, du point de vue de l'Égypte et du Soudan vis-à-vis justement des décisions unilatérales prises par l'Éthiopie quant au remplissage et au fonctionnement, c'est-à-dire il y avait les discussions au Soudan, au Caire, aux États-Unis, c'est-à-dire et des réunions parrainées par des partis internationales aussi, et tout ceci aboutit plus ou moins à l'échec, c'est-à-dire à la dernière minute des pourparlers, on voit justement la délégation éthiopienne qui se retire et on revient justement au point mort. Voilà, c'est-à-dire que le point de vue a été plus ou moins voilà, clair. C'est que les derniers temps, l'Égypte a mis sur la table la possibilité d'un tribunal arbitraire pour décider sur l'affaire, et l'Éthiopie ne se sent pas à l'aise, il n'est pas d'accord avec une troisième au dehors d'Afrique. L'Éthiopie a toujours dit que c'est une question africaine qui doit être résolue par les Africains. Mais comme nous le savons, l'Union africaine est aussi faible qu'il n'est pas capable de régler ces différends qui entraînent les trois pays concernés sur l'eau du Nil. Donc, mais il y a la sagesse égyptienne qui cherche toujours le confort des dialogues parmi le voisinage, c'est qui vient encore de retoucher dans les dernières visites qu'il a fait au Djibouti avec le président Ismaël Omar Guelleh. D'ailleurs, un ami éthiopien qui peuvent bien amener les résultats de point de vue de Djibouti parmi la question de barrage. Donc, c'est par cela que les choses peuvent à la fin bien finir. Très bien. Voilà, passons encore une fois à l'économie, puisque justement il s'agit d'une visite qui a insisté aussi sur les relations bilatérales, comment soutenir le Djibouti, quels sont les domaines de coopération justement qui peuvent être renforcés. Et là, je rappelle que depuis 2018, Djibouti et l'Égypte, ou l'Égypte et Djibouti ont convenu de renforcer davantage les relations de coopération, notamment dans le domaine sécuritaire et en matière de promotion d'investissement. Les deux pays ont également officialisé une collaboration sur la question de l'électricité et des énergies renouvelables. Voilà, tout de suite un commentaire. L'Égypte et Djibouti ont convenu de renforcer davantage leurs relations de coopération. Cette décision fait suite à une rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue djiboutien Ismaïl Omar Guelleh lors de sa visite au Caire en mars 2015. Cette décision a été aussi scellée en juin 2018 au Caire à la suite d'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et le chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Youssef en marge des réunions préparatoires du sommet de l'Union africaine prévu à Nouakchott en Mauritanie. M. Shoukry a à cette occasion affirmé que son pays allait travailler avec Djibouti à la mise en place d'un partenariat lié au développement et à la sécurité en mer Rouge et dans la région de la Corne de l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs proposé la création d'une zone égyptienne de libre-échange à Djibouti qui aurait pour socle la coopération déjà existante entre l'autorité des ports de Djibouti et celle du canal de Suez. De son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne, qui a loué la coopération bilatérale commerciale et économique entre Djibouti et le Caire, a fait part du souhait de son pays de parachever le processus de concertation pour défendre les intérêts des deux pays dans tous les domaines. En matière de promotion des investissements entre Djibouti et l'Égypte, les deux pays ont signé un accord de coopération conclu en marge de la 4e édition du Forum sur l'investissement en Afrique 2019 au Caire. Cet accord a été paraphé par le ministère égyptien des Investissements et de la Coopération internationale et l'Agence nationale djiboutienne pour la promotion de l'investissement.
Cet accord prévoit en effet de renforcer la coopération entre les deux pays en matière de promotion des investissements à travers notamment la création de partenariats stratégiques entre les chambres de commerce et les institutions en charge des investissements des deux pays. L'accord comporte également un volet dédié aux échanges d'expériences et au renforcement des capacités. Coopération bilatérale et justement un volet dédié aux échanges d'expériences et au renforcement des capacités. Ça, c'est un point très important parce que aussi l'Égypte a toujours joué ce rôle. Voilà, il y avait toujours des représentants de l'Égypte dans les pays africains, c'est-à-dire des médecins pour la formation, pour le soutien, pour l'expérience, l'expertise. Quel apport justement est-ce que voilà, ces professionnels, comme on peut le dire, pourraient-ils donner à Djibouti, par exemple? Oui, l'Égypte est dans la bonne voie, mais nous devons nous souvenir que l'Afrique, il y a toujours la faiblesse de la manque de la voie ferrée, de les routes proprement dit pour permettre les échanges, de l'échange en Afrique. Je viens d'entendre que en haute commissaire de l'Union africaine, l'ancien ex-président, l'ex-ministre de Kenya, Raoul Odinga, lui qui a des ambitions vers l'Union africaine, il a proposé une nouvelle moyen de financement de façon à permettre à augmenter les routes parmi l'Afrique, les voies ferrées et aussi l'énergie. Donc, ce sont les trois besoins très importants pour les Africains. L'énergie. Et l'énergie et les voies ferrées et les routes. Voilà. De façon à permettre de faciliter les échanges des livres et échanges commerciaux en Afrique. Donc, selon les statistiques, les échanges commerciaux en Afrique ils tiennent toujours vers 15%, tandis que l'Europe est déjà à 90% et l'Asie à 50%. Ce que nous avons une longue route à faire. Nous avons toute possibilité d'émerger ici entre nous, mais il faut beaucoup de travail à faire avant que ça peut être possible. Même ici, comme on voit, les Djibouti est tout près de l'Égypte, mais il va falloir que les routes soient bien. La sécurité aussi, s'il n'y a pas le terrorisme parmi la voie qui lie l'Égypte pour permettre l'échange de façon pacifique. Donc, il y a d'autres choses. Pas l'envie de relancer l'économie. Il y a d'autres choses à prendre en considération de façon que les choses marchent de façon propre et tout le monde soit avantagé par cela. Parfait. Et voilà, c'est pour cela justement qu'on parle toujours de la volonté politique qui pourrait justement surmonter les entraves. Là, je rappelle que dans la foulée de l'activation de différents justement accords de coopération économique fin 2018 entre l'Égypte et Djibouti, les deux pays ont officialisé une collaboration sur la question de l'électricité et des énergies renouvelables. Voici plus de détails avec notre collègue Dalia Kara. Les relations bilatérales entre l'Égypte et Djibouti se renforcent durablement. Après l'annonce de la construction sur le port majeur de la Corne d'Afrique d'une vaste zone logistique d'1 million de mètres carrés destinée à booster les exportations égyptiennes, les deux pays vont coopérer sur la question énergétique. Axe principal de cet accord signé entre les ministres de l'énergie de chaque pays le 19 décembre dernier, l'appui de l'Égypte en matière de technique et d'expertise sur les enjeux électriques, notamment sur la construction de centrales photovoltaïques ou l'élaboration d'une législation adaptée aux nouvelles énergies vertes.
Pour Djibouti, l'engin est de taille. Lancé dans une vaste entreprise de rénovation de ses infrastructures électriques, cet État d'un peu moins d'1 million d'habitants mise entre autres sur la géothermie pour atteindre l'autonomie énergétique d'ici 2035. L'exploitation de l'activité volcanique particulièrement intense dans le sous-sol djiboutien situé à la jonction de 3 rifts africains majeurs, mer Rouge, Golfe d'Aden et Est africain, pourrait permettre au pays de produire 5 gigawatts. Néanmoins, rien ne garantit que les ressources géothermiques puissent pallier à long terme la dépendance chronique de Djibouti envers son voisin éthiopien qui lui fournit encore entre 60 et 80% de l'électricité consommée. Une centrale hydroélectrique d'une puissance de 120 MW conçue en partenariat avec le constructeur français de turbines Blue Shark Power devrait donc voir le jour dans les prochaines années. La coopération avec l'Égypte s'inscrit dans le cadre de ce chantier majeur, fort d'une expérience reconnue dans les domaines de l'éolien, la ferme de 200 MW Gabalazit, mais aussi du photovoltaïque, la centrale de 1 gigawatt à Bemban. Le pays cherche à se positionner comme un des leaders du monde arabe sur les questions du renouvelable. À côté d'une assistance technique dans ces domaines phares, l'accord prévoit également un soutien au niveau de la planification, de l'exploitation et de la maintenance de systèmes de production, de transport et de distribution d'électricité, de quoi fructifier les lumières égyptiennes en matière d'énergie renouvelable. Voilà, infrastructure, justement, soutenir justement les projets d'infrastructure Djibouti, voilà, c'est l'une des questions qui ont été évoquées et le président Sisi a insisté sur le soutien total de l'Égypte justement à Djibouti dans ce domaine. Il a aussi parlé justement de comment augmenter les investissements égyptiens dans ce pays et comment justement faciliter la présence des compagnies égyptiennes pour justement augmenter les investissements. Quand on parle aussi du côté sécuritaire, le président ici s'est insisté sur l'importance justement de lutter contre l'extrémisme et voilà, retour au rôle de l'Azhar. Et oui, bien sûr, la question de l'extrémisme est toujours présente en Afrique, comme nous voyons au Nigeria avec le Boko Haram et même au Somalie avec le Al-Shabaab. Ils sont toujours bien présents. Ils doivent avoir une solution pour cette groupe qui difficulte le développement d'Afrique aussi. Donc, c'est par cela que les accords c'est basé sur la sécurité, le militaire et économique. Comme vous voyez, l'économique, ça vient la dernière. On doit créer des conditions de façon à permettre que l'économie doit être bien évaluée avec un échange équitable de façon à bénéficier les deux pays intervenus. Donc l'Égypte dans le cas. Donc l'Égypte, il y a le Djibouti, il y a d'autres pays bien de nos côtés qui doivent bien profiter, tel que le cas du Soudan Nord, on voit qu'après la révolution, on est toujours en train de s'endormir. Ils doivent avoir déjà les élections pour permettre à un nouveau gouvernement de relancer le pays, mais ce n'est pas le cas. Le pays entre dans le total oubli, de façon que ça retarde le développement de ce pays bien voisin et stratégique ici pour l'Égypte. L'Égypte a besoin de faire l'échange ici dans les deux Soudans, dans les Djibouti et d'autres pays dans les environs, mais avec cette impasse de Soudan-Khartoum, ça rend les choses un peu difficiles aussi. C'est pour cela qu'il ne manque pas de volonté de l'Égypte d'élargir ses bases stratégiques, mais les voisins ils doivent aussi collaborer.
Parfait. Récemment, le président de Guinée-Bissau, qui était ici au mois de mars, il vient récemment de reconnaître l'aide que l'Égypte donne, qui a besoin de l'aide humanitaire et logistique. Il a envoyé un message par son ambassadeur résident à Guinée-Conakry, dirigé au président Abdel Fattah el-Sisi. Donc, il était très reconnaissant de la visite qu'il avait fait ici en Égypte. Très bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jonas Nazareth. Vous êtes journaliste spécialisé des affaires africaines. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci. Voilà, Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à la prochaine.